Hérétique est un podcast politique mêlant entretien et débat. Hérétique pour questionner les dogmes et les mythes. Hérétique parce que la politique n'est pas la religion. Hérétique parce que vouloir penser est toujours le début de la dissidence. L'IA et son monde, seconde partie. C'est très intéressant dans votre livre, vous faites la généalogie de ce rêve d'un être créé de toutes pièces, créé par l'homme en fait. Alors on a en tête le mythe de Frankenstein, le golem, de Pinocchio aussi. Oui. Pinocchio, c'est le premier menteur artificiel. C'est ça, mais on voit qu'il ment parce qu'il a le nez qui s'allonge au moins. Alors mais, que l'IA... je veux dire, c'est assez génial de la part de Collodi d'avoir fait ce personnage de Geppetto, menuisier. En plus, c'est un robot en bois, comme les premières calculettes, la Pascaline. Et puis, l'Ève future. Il y a eu le Turc mécanique à la fin du XVIIIe siècle. Et l'idée, et ce n'est pas par hasard que Amazon appelle Mechanical Turk. Alors, ce Turc mécanique était un Turc qui jouait aux échecs et qui gagnait des parties. Et il y avait un comparse en dessous sous son cafetan. Bon. C'est un faux automate. En fait. Voilà, c'est un faux automate. Mais c'est en voyant l'héritier de Campbell qui avait repris l'affaire vers 1810-15 que Charles Babbage a eu l'idée de créer un automate général. Et c'est la fille de Lord Byron et Lady Lovelace qui est son seul enfant reconnu. Lady Lovelace est la première à avoir écrit un programme pour cette machine. Et qui se basait sur le principe du métier jacquard, des suites d'instructions délivrées par des sortes de bandeaux de cartes perforées. Voilà. Ça a continué comme ça. Donc, il y a une continuité entre le canard de Vaucanson, le Turc mécanique, et puis ce qui sera ensuite l'Ève future de Villiers de l'Isle-Adam, aussi dans le Métropolis de Fritz Lang, enfin, les femmes robots en général. Les homonocules, les alchimistes. Et ça va jusqu'à Donna Haraway, plutôt cyborg que DS. Ça, c'est 1985. Donc, il y a une continuité entre, disons, l'irrationalisme et l'idée de l'homme-machine, enfin, disons, du mixte entre le vivant et l'artificiel, qui se synthétise dans le Neuralink de Musk, puisqu'il s'agit d'implanter des implants des implants artificiels dans le cerveau. Alors, il y avait déjà des éléments comme ça. Par exemple, il y avait des boîtes de nuit il y a 20 ans en Catalogne où vous aviez un implant des puces sous-cutanées, etc. C'est encore autre chose que la création ex nihilo d'un être vivant. Oui, alors, ça, c'est encore quelque chose de plus particulier. Là, c'est un mixte. Alors, il y a deux choses. Il y a le mixte. Ce qui est bien dans l'histoire du golem, c'est qu'il y a la séparation. Rabilo crée son golem avec de l'argile, mais... Il est en sommeil, on peut le réveiller, en fait. Voilà, il a un programme. Ce programme, c'est une partie du nom divin qu'il lui met dans la bouche. Et donc, c'est la matière et l'esprit, d'une certaine manière. Il faut les deux. Et pour ne pas qu'il fasse de bêtises pendant le Shabbat, il lui enlève. Ça, le golem fait Shabbat, du moins revient à son état matériel. Et le lundi, il peut reprendre ses fonctions. Mais il se méfie. Il se méfie, alors que nous, on ne se méfie plus du golem. Et ce n'est pas par hasard si le premier grand ordinateur en Israël, celui de l'université de Tel Aviv, a été baptisé le golem par un spécialiste de la Kabbale. sur demande des ingénieurs. De la même façon, le mot français ordinateur vient d'un spécialiste du latin ancien qui s'appelait Jacques Perret, qui a repris le mot ordinateur de la cité de Dieu de Saint-Augustin, puisque Dieu est l'ordinateur suprême. L'ordonnateur, le grand ordonnateur. Alors, Saint-Augustin dit Dieu a ordonné toute la nature. Mais je vois dans le guide du voyageur extragalactique, qui est la Bible de Musk, du moins quand il était gamin, la Terre est un grand ordinateur. Et cette idée s'est déjà réalisée, d'ailleurs. Le guide du voyageur intergalactique, c'est un truc un peu foutraque,
un peu dans le style Monty Python en même temps. Bon. Mais ce qui s'est passé depuis 25 ans, c'est précisément que l'interconnexion de l'ensemble des ordinateurs dans le monde. C'est très rare, les systèmes fermés, c'est très difficile à fermer maintenant. Et on se souvient de l'engouement mystique aussi lors de l'apparition d'Internet, justement, il y a 25 ans. Oui, On entendait des refrains que l'on entend aujourd'hui à propos de l'IA. oui, oui, oui. C'était même fantasme qui était mobilisé. C'est ça, c'est-à-dire l'IA vient à point et radicalise tout un imaginaire vendeur qui était celui de Microsoft, Internet relie les hommes, etc. etc. Bon, alors que l'anonymat, le système des bulles de filtre et autres ne fait que favoriser le harcèlement, l'irresponsabilité et le sadisme, le sadisme et voire le masochisme aussi. Mais il faut en parler parce qu'aujourd'hui, ça a été complètement oublié. Tout ça qui avait eu une extase, littéralement, durant les années 90 à propos d'Internet. Tout allait être résolu, les connaissances allaient être partagées, les gens allaient devenir beaucoup plus intelligents, la pauvreté allait s'éteindre, etc. On était vraiment dans le même ordre, d'idées. Mais en fait, on repousse systématiquement la solution magique et on est systématiquement déçu. C'est terrible. C'est tragique. Donc on dit évidemment que l'intelligence artificielle va s'arranger, qu'en maîtrisant les corpus, en maîtrisant un peu plus les fake news, en maîtrisant la génération, etc. On va arriver à quoi ? Mais qu'est-ce qu'on cherche en fait ? C'est l'argument de Zuckerberg, et c'est l'argument d'ailleurs de bien d'autres, à savoir que l'IA va permettre de réguler l'IA. Une autorégulation. Voilà. Et bon, c'était déjà, dès qu'il s'agit de régulation d'Internet, les grandes firmes crient au secours, c'est très dangereux, Internet. Comme on crie, l'IA, c'est très dangereux. C'est pareil pour Laurent Alexandre et autres. Parce que ça va être à nous de vous materner, enfin, je veux dire, de vous rassurer. Hein. On crée une puissance mais la régulation, c'est nous. Et donc, parce qu'on les accuse de dérégulation. Non, non. Il y a des comités d'éthique dans tout l'univers du business. Dès qu'on est pris la main dans le sac, on forme un comité d'éthique. Et là, vous avez toutes sortes de colloques. Enfin, il y a tout un monde académique sur l'éthique de l'IA. Il y a deux choses dont je ne veux pas parler, si vous me le permettez. C'est la question des usages de l'IA, comme s'il était entendu qu'il fallait en user partout. Alors, par exemple, le réseau Canopé, qui est l'ancien réseau Institut national de la recherche pédagogique, promeut la génération de textes pour l'enseignement. C'est-à-dire, on enlève Balzac, Zola, enfin tout ce que vous voudrez, même Annie Ernaux, etc. Et on fait du chat GPT. Non, mais c'est eux-mêmes, les élèves, font du chat GPT. Bien sûr. Donc, les IA parlent aux IA. Et il y a quand même un responsable académique du rectorat de Versailles qui dit « mais il faudrait une médiation humaine ». Oui, donc, alors, sachant bien que ces textes ne sont pas lus, ni d'un côté ni de l'autre. Alors, c'était déjà le cas. Il y a bien longtemps, la première fois qu'il y a eu je me souviens, il y a 30 ans, une prof d'histoire qui me dit, je pose une question, le gosse, un gosse imprime son encyclopédie Encarta et me porte 2 feuilles qu'il n'avait pas lues. C'était il y a la réponse. Et donc, quand on disait tout à l'heure, la génération de textes, c'est pas de la génération de textes, c'est de la génération de documents. Mais ensuite, pour qu'un document devienne un texte, il faut qu'on lui donne du sens. Mais là, ça évite ce problème de la lenteur, de la lenteur interprétative et de l'interprétation tout court. Donc, il y a déjà, à l'heure actuelle, des réunions où c'est l'intelligence artificielle qui fait le résumé de la réunion, comme il a fait d'ailleurs l'ordre du jour, et les gens qui interviennent sont déjà ont fait leur rapport, voire leur CV. J'en connais plusieurs qui ont fait leur CV par ChatGPT. Les lettres de motivation. Les lettres de motivation aussi, oui. Le chapitrage hérétique, lorsqu'on met les émissions sur YouTube, quelquefois, l'intelligence artificielle crée des chapitres à l'intérieur de l'émission pour découper un peu
Alors c'est plus ou moins heureux. Ouais. La plupart du temps, c'est un peu absurde. Mais ça se fait automatiquement maintenant. Oui, bien Donc sûr, bien sûr. on Oui, est dans un monde où tout va être effectivement, où tout va être généré, oui, auto-généré. oui, comment vous classez les photos sans que vous l'aviez demandé, C'est ça, etc. absolument. Oui, Ouais, donc, c'est une délégation généralisée en fait. oui, oui. Alors, le problème, La question c'est qu'est-ce qu'on délègue en fait on là-dedans. délègue rien, c'est-à-dire, il y a deux problèmes. Est-ce qu'on a besoin de prothèses? C'est-à-dire la question de la finitude humaine. Et puis, la question qui est moins philosophique de la perte d'expertise, tout simplement. C'est-à-dire, vous avez déjà toute une population qui est incapable, si on coupe le GPS, de savoir lire une carte, Oui. Oui, comme il y a toute une population Oui, ça, c'est qui est évident. incapable de faire les 4 opérations, ou en tout cas, déjà la soustraction pose des problèmes. Moi, personnellement, je ne fais l'appoint au marché que si le vendeur a plus de 50 ans, parce qu'en dessous, ça le trouble. Non mais... j'achète une part de Munster qui était divisée en 4. Je lui dis, je voudrais un 8e. La fille paniquait. Elle avait 45-50 ans. Hein, parce que pour passer du quart au 8e, c'est... Donc, elle a mis le couteau et elle a regardé. Elle m'a demandé ce que je voulais. Bon. Et donc, là, c'est pareil pour l'addition. On sort le téléphone, un pain plus un... Même une remémoration. C'est de plus en plus courant que lors d'une remémoration de quelques secondes, on sort le portable et on charge automatiquement. Donc, la délégation, c'est parfait. Simplement, cette prothèse est en fait un fardeau. Est-ce qu'il y a une anthropologie de la déficience? Alors, oui, disent les transhumanistes. Et vous pouvez détailler anthropologie de la déficience? Alors, il y a un des cadres. On externalise nos facultés, c'est ça? Non, c'est pas exactement ça. J'en parle un peu dans le livre d'ailleurs. Un des cadres du transhumanisme philosophique, en tout cas théorique, qui s'appelle Max More. C'est évidemment, ce More est un pseudonyme, mais il dit ce qu'il veut dire quand même. C'est pas Thomas More, mais c'est tout à fait autre chose. Et Max More a écrit une lettre à la mère nature, qui est partout repris par les transhumanistes. En gros, tu as fait du bon travail, mais c'est pas encore tout à fait ça. Nous sommes des êtres limités, faiblards, on fait pas si bien que beaucoup d'autres espèces animales, etc., etc. Et donc... nous prenons la relève. Voilà, il nous faut des prothèses. Et donc, Neuralink... Starlink, enfin des links. Oui. Ce sont les prothèses qui nous appauvrissent. Voilà, c'est des prothèses qui nous enlèvent des choses. Et on se demande ce qui reste. Oui, sachant que ces prothèses ne peuvent pas prétendre à être des organes. L'IA n'a pas d'organes, n'a pas de cerveau. C'est ni un cerveau ni un robot. Vous voyez, c'est tout à fait autre chose. Alors, donc, ça se substitue à des organes. Oui, alors déjà, le slogan intelligence artificielle est un hold-up à sa manière. C'est-à-dire, il s'est imposé parce qu'il a rapporté des milliards de dollars. Et là, à l'heure actuelle, la grande conférence qui va avoir lieu les 10 et 11 février à Paris avec 100 chefs d'État et évidemment Musk est invité, Trump peut-être, bref, nous attendons. Ça va consister à dire il ne faut pas rater ce train-là. Et ce train-là, on estime à 1000 milliards de dollars sur la décennie. C'est-à-dire beaucoup plus que la guerre des étoiles et tout ça. Et donc, chacun est en train de... Il faut voir que toutes ces grosses boîtes de l'Internet ont perdu de l'argent pendant des années. Et il y en a beaucoup qui ne sont pas rentables. OpenAI, qui a créé ChatGPT, perd de l'argent, mais par centaines de millions. Et pourtant, ils sont les rois du pétrole. C'est-à-dire, on continue à leur en prêter de plus en plus. Parce que, bon, ça va être difficile de faire payer... Parce qu'en fait, c'est eux le produit, donc c'est leur donner qu'on on va leur revendre de façon distribuée. Mais je doute que les écoliers se mettent à payer 1000 $ pour un générateur de devoirs de philo. Cette anthropologie de la déficience, elle vient précisément de l'idée du transhumanisme. Il nous manque des choses, on va rajouter de la puce dans le cerveau, on va rajouter
Alors, il y a toujours eu des prothèses, mais quand un organe était manquant, et non pas quand un organe est... Bon, sinon, disons, des lunettes de vision nocturne ou autres, ne sont pas des prothèses, ce sont des instruments techniques. Et d'ailleurs, on les porte à des occasions. Bon, tandis que l'implant cérébral, on ne va pas l'enlever. Et alors, il y a en même temps toute l'ambiguïté de la réalité augmentée, c'est-à-dire on va vous incruster ou bien de la réalité virtuelle. C'est un peu nauséeux, je dois dire. Le but, en fait, est de créer Voilà, une de autre joindre réalité, les deux mondes ensemble de façon inextricable. Et donc, de substituer l'un à l'autre. le monde post-humain et le monde humain, c'est le même. Parce que jusqu'à présent, et puis dans les schémas religieux, du moins la plupart, l'autre monde était séparé. Voilà, il y avait celui-ci. un autre monde qui était séparé, passage. tandis que là, il est immanent. Et ça, c'est le coup de génie. C'est-à-dire, on vous donne ce monde, le monde, c'est la saga Matrix dit ça. Hein, Tout à fait, oui. et donc, quand Trump parle de prendre la pilule rouge, bon, c'est évidemment, c'est dessiller. C'est-à-dire, vous croyez encore à la réalité, mais il y en a une autre et c'est la nôtre. C'est pas qu'elle est ailleurs, c'est celle que nous portons. Et comme par hasard, cette pilule, puisque les frères Wachowski ont changé de sexe et sont devenus des sœurs Wachowski, c'est des hormones qui changent en même temps la vision. Et c'est pour ça que la transition sexuelle fait partie le premier grand programme transhumaniste qui soit chirurgicalement plébiscité. Ce qui est étrange là, dans l'exemple de Matrix, c'est justement la pilule rouge, c'est justement de revenir au monde réel. Oui. Alors, les frères Wachowski disent avoir été influencés, on veut bien les croire, par Deleuze, enfin disons la déconstruction européenne. Mais enfin, ce qu'ils en ont entendu dans leur cours de fac en Californie ou ailleurs. Mais des constructions qui recoupent en tout cas des grands courants millénaristes dans lesquels le monde ici-bas n'est pas le vrai monde. Oui, voilà. Ce qu'on trouve, vous citiez Debord dans les situationnistes, il y a quelque chose de ce type-là. C'est des éléments gnostiques. Moi, j'ai été frappé en lisant Debord de voir combien ça ressemblait au manuscrit gnostique de Nag Hammadi. C'est-à-dire, c'est en même temps l'exécration généralisée du monde qui nous entoure, et enfin il y a ce ton prophétique, enfin il y a tout l'ensemble. Et il y a une persistance de la gnose, enfin du moins des éléments néognostiques dans le transhumanisme, par le biais de la théosophie. C'est une synthèse occultiste proposée en 1876 par Madame Blavatsky, et qui a été la femme la plus célèbre du monde. Et alors la théosophie s'est divisée en trois branches. L'ariosophie, qui a donné le caractère occulte du nazisme, hein, puisque j'en parle un peu, mais je n'ai pas eu le temps de faire. L'anthroposophie, qui est florissante dans le monde de l'écoféminisme, etc., etc. Enfin, disons, de toute la néo-écologie. D'ailleurs, ce sont pas des écologistes avant l'heure. Beaucoup d'écologistes sont des anthropos, sauf à leur manière, moins ont hérité beaucoup des idées de George Steiner. Et puis le New Age, les premières communautés New Age ont été fondées par des anthroposophes au début du XXe siècle. Et certaines communautés n'ont fermé sous leur forme que dans les années 50. Et c'est beaucoup en Californie, et c'est ressorti dans les facs californiennes, avec Timothy Leary, enfin avec toutes sortes d'élucubrations. Et ce qu'on appelle un peu grossièrement le wokisme dérive de ça, parce que le coup de génie de Madame Blavatsky, c'est d'avoir relié une hiérarchie des races et une hiérarchie des sexes, sachant évidemment que les femmes sont le sexe supérieur, puisqu'elles sont plus près de l'esprit, et que la hiérarchie des races, c'est la race aryenne, évidemment, et ce qui explique aussi pourquoi, dans le monde intersectionnel, le judaïsme n'est pas... Pas très bien vu. Pas très bien vu, oui. Donc, la compilation que fait Madame Blavatsky
de l'ensemble de la tradition ésotérique, Swedenborg, etc. Je le trouvais un peu trop catholique. Elle est néo-tantriste. Donc ça aussi, c'est un courant qui va se continuer dans le New Age. Donc l'obsession sexuelle, mais une obsession sexuelle qui est en même temps une contre-révolution sexuelle. Elle n'a consommé aucun de ses mariages, rassurez-vous. L'objectif, c'était d'en finir avec les idées de la modernité. C'était un courant totalement antirationnel. Elle s'en prend à Max Muller, par exemple. C'est ce qu'on le retrouvera plus tard dans Heidegger. On en parlait dans l'émission précédente. Bien sûr. Et lui vient de l'ariosophie. Disons, il y a beaucoup des éléments de l'ariosophie qui se retrouvent chez Heidegger, y compris dans la technique cryptique. Et alors, justement, si je peux me permettre un pont peut-être un peu audacieux, vous parliez des woke, du wokisme, et on évoque Heidegger. Vous parliez de notre émission d'il y a 2 ans du verbe d'Heidegger, qui est une sorte de combinatoire langagière. Oui. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans le wokisme, c'est-à-dire il y a des générateurs humoristiques de thèses woke où on combine des phrases qui veulent plus ou moins rien dire les unes avec les autres, et ça fait des titres de thèses plus ou moins fantasques et réels. Est-ce qu'on n'est pas justement là-dedans, dans ces langages-là, qui sont un peu, on en parlait en off, la langue de bois du stalinisme, la volonté de détruire le langage. Et est-ce qu'on n'est pas justement à ce moment-là dans ce que vous décriviez en début d'émission, dans la technique de ChatGPT, c'est-à-dire le simulacre de langage? Alors, cette génération de textes sans fin, de la bureaucratisation générale, IBM, c'est quoi? International Business Machine. Ça date de 1911. Il n'était pas question d'informatique en 1911. Simplement, ils sont devenus IBM ensuite avec les machines. Bon. Mais il y a aussi tout un courant qui va de Karl Kraus à George Orwell, indépendamment de leurs différences de position et d'engagement ou non-engagement dans le cas de Krauss politique, c'est l'idée que le totalitarisme est lié à la destruction du langage par le journalisme. Par le journalisme ou la parole du pouvoir. Voilà. Pas spécialement du pouvoir, mais disons l'irresponsabilité et l'inconsistance. La dilution de la notion de vérité. Voilà. Et il y a un passage d'Orwell dans un de ses textes sur la langue anglaise en 1946 où il dit « La pire écriture moderne, ça consiste à mettre bout à bout des bandes de mots déjà utilisées par d'autres et de les relier ensemble par des artifices de charlatans. » Donc il avait tout compris au style feuille de chou, mais ce style feuille de chou est là dans nos ordinateurs pour générer du texte. Puisque maintenant tous les traitements de texte qui se veulent responsables, ou du moins qui datent de moins de 5 ans, ont des modules de génération. Et donc, avant c'était que de la correction. Maintenant, ça devient de la génération, c'est-à-dire ils vont finir vos phrases. Et d'ailleurs, ils ont commencé à le faire, voire ils les écrivent entièrement. Et donc, c'est une généralisation du langage irresponsable, puisque la phrase se finit. Vous n'en êtes plus l'énonciateur. Qui est l'énonciateur? Alors, évidemment, il y a eu quelque part une archive, quelqu'un qui a fait un tweet ou a écrit un livre mais on ne sait pas, on ne peut pas remonter aux sources. Il y a des systèmes connexionnistes qu'on appelle les systèmes à convolution sur lesquels on peut faire des déconvolutions, c'est-à-dire arriver à voir où la machine a pris la décision qui paraît erronée ou saine. Ça, c'est possible. Mais pas dans ces systèmes-là. D'abord parce qu'ils sont couverts entièrement par le secret industriel. Mais même leurs opérateurs ne savent pas, puisque la masse est inextricable, elle n'est pas sourcée non plus. Vous voyez, c'est même pas un corpus, c'est une archive. C'est une archive indistincte. Rien de plus menaçant, parce que c'est un matériau. Oui. Donc c'est une langue anodine, en fait. Oui. Enfin, une langue anonyme. Oui, mais sans, si on peut dire sans frontières, c'est comme du sable. C'est... Il n'y a pas d'auteur. Non seulement il n'y a pas d'auteur, mais il n'y a pas de borne. Dans un corpus, il y a des bornes. Vous savez quels sont les textes dans votre corpus. Donc vous pouvez aller revoir où c'est.
Tandis que votre corpus étant sans limite, étant incrémental aussi, il peut y avoir des corpus incrémentaux, mais là, c'est pas un corpus du tout. Donc, il est impossible de retracer d'où ça vient. D'où la question de la responsabilité. Bien sûr, dont on parlait, oui. Vous voyez, vous ne pouvez plus garantir quoi que ce soit. Donc, si ces produits sont des documents qu'on ne peut pas véritablement interpréter parce qu'on ne peut pas aller voir leurs sources ni mesurer leurs conséquences, puisque quand on dit à ChatGPT, tu dis des conneries, mais il dit, mais moi je ne suis qu'une intelligence artificielle. C'est-à-dire comme tous les milliardaires à capuche, il s'en lave les mains, hein, finalement, c'est ce qu'il fait, hein, quand il y a des problèmes. Dans ce cas-là, on pourrait dire ce que disait Friedrich Schlegel dans sa philosophie de la philologie en 1797, il est inutile d'interpréter les textes inauthentiques. Mais tous ces textes sont inauthentiques. Donc pourquoi se mettrait-on à les interpréter ? C'est pour ça que je parle des usages de l'IA. Non, il y a des endroits où il ne faut pas utiliser l'IA, tout simplement. C'est pas savoir si c'est des bons ou des mauvais usages. C'est pas d'usage du tout, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'il y a des techniques d'IA qui sont brillantes, utilisons-les, mais ça ne veut pas dire que l'IA générale n'est pas un programme à la fois transhumaniste et anti-humaniste, parce que ça suppose une anthropologie de la déficience. Or, la finitude, c'est pas la déficience, c'est tout à fait autre chose. Mais ce qui est recherché précisément, et c'est une généralisation de l'IA, c'est parce que ce qui est recherché est une fuite de la finitude. Oui, justement, mais on vous vend la fuite de la finitude. Or, la finitude a un rapport avec la liberté, puisque c'est en fonction de cette finitude qu'on peut déterminer des délibérations et prendre... tandis que là, où est la liberté ? Elle n'a simplement pas de sens. Vous avez la possibilité de faire un prompt ou un autre. C'est tout. Et de la création. La finitude a aussi à voir avec la création, parce que l'IA, vous le dites à un endroit, est capable de générer des choses, mais n'est pas capable de créer quelque chose. Et effectivement, l'IA résonne un peu comme une libération de la souffrance de la création. C'est-à-dire plutôt que d'écrire un poème, je demandais à l'IA d'écrire un poème. Plutôt que de finir ma phrase, moi-même, ce qui est une souffrance, je vais demander à l'IA de le faire. J'avais une question là-dessus, je me pose la question justement sur l'art et l'IA, donc c'est les métiers qui vont être touchés, c'est aussi les métiers artistiques. Ils sont déjà touchés. Et je me demandais si c'était pas une progression plutôt qu'une révolution, une progression simple d'un outil à un autre, parce qu'il y a eu j'avais entendu dire que l'accordéon, quand il est sorti, les gens prenaient ça comme un jouet parce que c'était trop facile à jouer, donc c'était pas un vrai instrument. Après, on a eu les ordinateurs contre les instruments. On a aussi l'époque du sampling, où on se dit c'est carrément, ils prennent des bouts et ils les mixent, c'est du remix, est-ce que c'est vraiment encore de la musique ? Et là on appuie sur un bouton pour faire une œuvre d'art, que ça soit... C'est pareil avec la photographie, est-ce que la photographie n'a pas rendu les gens paresseux ? Et à chaque fois on se pose la question, et on passe à autre chose. Est-ce que l'IA n'est pas juste une progression vers ça ? Oui, alors, il y a eu on a fait une table ronde, une journée d'études du collectif La Reconstruction l'année dernière. Les vidéos ne sont pas encore en ligne d'ailleurs, mais c'était sur le thème génération ou création, hein, et donc c'était ce problème. Aussi bien, je veux dire, il peut y avoir une évolution de l'organologie, hein, les ondes Martenot, la musique électronique, etc. Une chose, ça c'est aucun problème, je veux dire, sauf que vous avez le slogan de Sony, Go Create, c'est-à-dire vous appuyez sur un bouton, c'est fait. Et il y a aussi d'autres problèmes techniques, c'est-à-dire que ces logiciels vous demandent de choisir votre orchestration, ceci, cela, et en fait, il y a un ordre. Et cet ordre, c'est eux qui l'imposent. Alors que les créateurs présentent le processus de création comme une découverte. C'est-à-dire que le créateur, c'est celui qui sait tirer parti des accidents du matériau. Ce qui est archéologiquement vrai quand on sait, par exemple, avec les modélisations en 3D des grottes préhistoriques, que les dessins se font à des endroits de volume. Vous voyez, il y a
il y a une l'aspérité, bosse, bien sûr, et oui. donc il doit y avoir un cheval dessous. Et donc on fait le ventre du cheval autour de la bosse. Vous voyez. Et ça, je pense que c'est assez profond. On avait invité un Inuit au musée de l'Homme, on lui dit tiens, toi tu es un bon sculpteur, fais-nous un ours. Et il dit dans cette pierre, mais il y a déjà un loup dedans. Vous voyez. Et, bon, et que fait Michel-Ange pour son David? Il passe 3 mois en hiver à Carrare pour trouver le marbre dans lequel son David était là. Vous voyez, il y a cette idée assez platonicienne qu'il faut dégager une forme dans un matériau. Une forme qui est Alors, déjà là. je veux dire, le créateur, c'est celui qui a, on compte, disons, 10 000 heures d'expertise pour faire quelque chose. Et donc, il va pouvoir improviser sur cette base. Mais il sait jamais, à la fin, ce qui va se passer. C'est un peu une condition. Si une phrase de 12 mots, vous ne savez pas quel est le premier mot que vous avez prononcé. Donc ça fait partie aussi de la finitude. On n'est pas maître chez nous, mais justement, c'est ça on peut exploiter cette finitude, ça va s'appeler la création. Et on se découvre soi-même. Voilà. Et il y a un passage où Canguilhem dit, mais au fond, la sauvagerie de la nature, sauvagerie entre guillemets, se déchaîne dans la création de singularité, c'est-à-dire dans les choses tout à fait individuelles et nouvelles. Et c'est ce qui relie d'ailleurs l'évolution culturelle à l'évolution biologique. De la même façon, il y a des innovations, puisqu'il y a des variations aléatoires, il y a des innovations qui réussissent. Et justement, je veux dire, ce système qui élimine toute singularité, puisque c'est un Moyen-Âge au sens de la moyenne, et peut-être aussi d'un Moyen-Âge rêvé, ou en tout cas fort scolastique, où on aurait lisser tout ce qui n'est pas moyen. On aurait éliminé tout ce qui n'est pas moyen. Alors, c'est un problème général. Mais en ce sens-là, l'IA, oui, en ce sens-là, l'IA n'est que la fin d'une évolution. C'est-à-dire que, Oui, mais... par exemple, aujourd'hui, c'est très facile et très drôle de demander à ChatGPT de faire d'écrire un tract, je sais pas, un tract anarchiste ou communiste. C'est très drôle de voir que c'est presque mot pour mot ce qu'on trouve sur les sites des groupuscules sclérosés. C'est très drôle de voir qu'on est au bout de quelque chose et on a l'impression que l'IA ne peut remplacer que ce qui est déjà... Elle radicalise la langue de bois. Elle radicalise les langues de bois. La langue de bois et puis la musique industrielle également, pour reprendre l'exemple. Oui, mais elle a fait partie de la musique d'ascenseur. C'est le problème, c'est-à-dire que c'est confortable, c'est toujours déjà là, c'est sans fin. Je veux dire, il y a beaucoup de parents qui délèguent leur parole à la machine pour que l'IA leur raconte des histoires aux bombes. Pendant ce temps, ils sont tranquilles. Ou répondre à leurs questions. Oui, ou répondre à leurs questions, parce qu'ils ont toujours des réponses, peu importe qu'elles soient vraies ou fausses. Oui, absolument. Oui. Vous dites justement, vous citez Jean Laplanche, le psychanalyste, qui insistait sur le fait que l'hésitation ou l'absence de réponse ou le je ne sais pas du parent joue un rôle très important dans le développement psychique de l'enfant. Et c'est terrible, vous commencez par là un petit peu l'émission en parlant d'hallucination de la part de l'IA. En fait, c'est pas moi qui le dis, c'est le terme du métier, si on peut dire. Mais c'est frappant de voir qu'elle est incapable de dire je ne sais pas, en réalité. Alors que c'est au cœur de la pensée humaine de pouvoir dire je ne sais pas. Un vrai scientifique est quelqu'un qui dit je ne sais pas. Quelqu'un qui pense réellement est capable de dire je ne sais pas. Donc les idéologues ou les religieux ou les IA qui savent tout. Non, mais c'est pour ça que c'est un programme apparemment transhumaniste, mais en fait anti-humaniste, tout simplement. Pareil dans le livre du pacte Softien sur l'image du pacte Faustien. Est-ce que vous pouvez en dire 2 mots pour conclure? Dans le second Faust, il y a une critique un peu plus qu'implicite du projet transhumaniste, notamment, par exemple, de déléguer la procréation, de l'externaliser. D'ailleurs, l'idée d'externaliser, ça veut dire en même temps que on n'a plus affaire à la finitude, ou en tout cas à la condition humaine. On se décharge de la condition. Voilà, on se décharge même de la procréation. Alors c'est partout, c'est dans Huxley, mais c'est aussi dans Le Nous de Zamiatine, qui est un livre tout à fait génial. Et dans bien des programmes de GPA, il faut bien le dire, enfin de ce qui est appelé le droit à l'enfant. Pas le droit de l'enfant, mais le droit à l'enfant. C'est les parents qui ont le droit à avoir un enfant, mais l'enfant n'a peut-être
pas nécessairement le droit d'avoir des parents. Mais bon, peu importe. Le sujet est trop glissant pour qu'on s'y appesantisse. En quoi le pacte softien Alors, est-il le pacte faustien? softien... Donc softien de software. Alors, il y a la question de la démission, enfin, la badauderie généralisée, ça, on le comprend. Les trusts de l'Internet ont un pouvoir de séduction majeur et ils l'emploient. Et donc, ça fait quand même plus d'un demi-siècle que tout le monde trouve bluffant tout cela. Mais dans bluffant, il y a bluff. Mais ça fait rien. C'est bluffant, et bluffant, c'est positif. On est prêt à déléguer. Ça, c'est de la même façon l'affaiblissement idéologique, non seulement de la démocratie, c'est pas simplement de la gauche ou de la droite, c'est de la démocratie en général. N'oublions pas que dans les 10 ans qui viennent de se passer, c'est 1 milliard d'hommes qui sont passés de régimes démocratiques à de régimes non démocratiques. Ça, c'est d'une rapidité sidérante. Alors, bien sûr, ces régimes non démocratiques vont être dits illibéraux, enfin, il va y avoir un certain nombre de nuances et d'échelons. Mais ça en fait partie, c'est-à-dire que l'opinion remplace le vote, etc., etc. Et donc... on porte sur le pavois de X ou de Twitter le héros qui va ensuite être appelé à supprimer l'état de droit. C'est ça qui se passe. C'est pas simplement dégraisser les administrations. C'est bien l'état de droit qui est en jeu. Là-dessus, il n'est pas inintéressant que ce soit des trusts de l'IA comme Meta et X, oui, et puis des systèmes d'IA complètement dérégulés comme le Grok de Musk. Parce que, disons, dans les systèmes genre OpenAI, il y avait quand même, on employait des Kenyans payés $1,90 par jour. À trier les data. Voilà, à trier un petit peu les sources pour éviter qu'il y ait trop d'horreur. Et on leur payait quand même, on leur paye encore une assistance psychologique parce que dans ces horaires, il y a évidemment... des horreurs. Des horreurs. Bon, c'est quand même c'est leur seule victoire syndicale pour le moment, bien qu'ils aient fait monter les prix. Donc il y a en même temps toutes les petites mains qui sont derrière. Mais c'est pas par hasard que Amazon a appelé Mechanical Turk la plateforme sur laquelle la ménagère pakistanaise ou l'étudiant désargenté peut indexer des vidéos, enfin disons, peut rendre utilisables ces données. Parce que la donnée brute n'existe pas, il faut des métadonnées. Et donc, dans ces métadonnées, il y a aussi du tri pour éviter l'impensable complet. On parlait du Deus ex machina, mais en fait, c'est l'homme dans la machine. C'est l'homme derrière la machine, derrière l'écran. C'est in machina. In machina, c'est ça. Vous venez d'entendre la seconde partie de l'entretien avec François Rastier. L'IA et son monde. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel entretien. Vous pouvez retrouver les documents évoqués lors de l'émission ainsi que d'autres permettant de prolonger la réflexion sur notre site hérétique.fr. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute.